Yo l'équipe, comment ça va? Est-ce que Oda est-il de retour à son prime? C'est la question qu'on va se poser lors de cette vidéo. Car force est de constater, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais là on est en train d'assister à un arc. Et ça fait quand même depuis un petit moment maintenant que je retrouve le Oda des grands jours. Tu vois, comme dirait quelqu'un de connu, les grands joueurs, c'est dans les grands événements. Allez Tino, allez! Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Oda, c'est un vétéran du game. C'est le Cristiano Ronaldo du game, le frérot. Ça fait des années qu'il charbonne. Ça fait des années qu'il est au top level. Il excelle vraiment dans son art. Et souvent, les grands joueurs, tu les attends dans les grands moments. Et il peut arriver à ces joueurs-là, tu sais, ces joueurs d'exception, de louper des grands matchs. De laisser aller un goût amer dans la bouche après leur match. C'était le cas d'Oda avec beaucoup de fans par rapport à l'arc Wano. Mais là où on reconnaît la marque des grands, c'est de voir comment ils rebondissent. Comment le frérot, il a réussi à rebondir après on va pas dire un échec parce que l'arc Wano n'est pas un échec. On va pas rentrer dans cette polémique. Moi, l'arc Wano, personnellement, il est très long. Il est vraiment même hyper long. Je dirais même, il est extrêmement long. Pour ne pas dire, il est stratosphériquement long. Mais il est quand même bon. L'arc Wano, pour moi, est un bon arc. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et peut-être même que je ferai une vidéo par rapport à cet arc-là Wano. Pour en parler avec vous, vous expliquer selon moi ce qui a été bien et ce qui a été beaucoup moins bien. Et peut-être même, ça me tâte de faire une idée de tier list de personnages de l'arc Wano. Pour bien les noter, voir les fraudes et voir les personnes qui nous ont lâché un classique. Donc dites-moi dans les commentaires. Et en parlant de ça aussi, n'oublie pas de t'abonner et de liker la chaîne. C'est là aussi où on voit les joueurs de classe mondiale en fait. Les joueurs de classe mondiale, j'ai même pas besoin de leur demander. Ils arrivent, ils regardent la chaîne, c'est qualitatif. Tiens ça, le like, l'abonnement, la cloche. Surtout qu'il y a une vidéo toutes les semaines, soit mercredi, soit samedi à 19h. Ça régale, c'est magnifique. Il y a même des semaines où il y en a deux. Mais bref. Passons. Cela fait des années que je remarque une certaine dynamique avec Eiichiro Oda. Je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder les vidéos sur One Piece et à chaque fois je lâche cet élément-là. Je crois qu'en tout cas moi c'est apparu vraiment à partir de l'arc Dressrosa, j'ai envie de dire. C'est vraiment le fait que Eiichiro Oda, pour moi, à la lecture de One Piece, je le sens tellement plus libéré. Je le sens tellement plus lui dans les arcs annexes, les arcs qui ponctuent la narration entre les gros arcs en termes de narration, en termes de développement scénaristique de personnages. Il faut comprendre cette chose-là au niveau de la timeline dans l'œuvre One Piece. Quand vous rentrez dans un arc, n'importe lequel, que ce soit Impel Down, Dressrosa, Wano Kuni, bref, le temps s'arrête. Vraiment, littéralement, le temps s'arrête. Dites-vous que Dressrosa, tout l'arc Dressrosa que vous avez vécu, c'est même pas une journée dans le monde réel. L'arc Wano qui pour nous, pour ceux qui lisent le manga, bon, je pense qu'il a dû durer plus d'une année, voire même ça se rapproche des 2 ans. Désolé l'équipe, petite rectification, l'arc a duré 4 ans. Je suis un ouf. Dans ma tête, je disais 1 an, 1 an et demi, 2 ans grand max. L'arc a duré 4 ans, les gars. Que ce soit en animé ou en manga. Théma la dinguerie. Donc c'est extrêmement long. Alors que dans la timeline des personnages, si t'es dans la peau de Luffy, bah ça a dû durer quoi? Même pas 3 jours le délai en fait. En fait, quand vous rentrez dans les grands arcs, il y a tellement de choses à développer. Et Eiichiro Oda est surtout l'adepte en fait des changements de caméra. C'est-à-dire qu'il va te raconter quelque chose à un point A, changement de caméra. Il te raconte la même chose au même moment au point B. Luffy a fait ça à 14h02 à Wano. Changement de caméra, on regarde ce que Zoro a fait à 14h02 lui aussi. C'est pour ça qu'en fait, additionner tout ça, on se retrouve avec des arcs qui te paraissent vraiment hyper longs. Parce qu'il a trop de choses à dire, il a trop de choses à développer. Et Oda, tu sais très bien, quand il fait des gros arcs, là, il aime vraiment bien prendre son temps, le poteau. Il développe vraiment beaucoup de choses. Des choses utiles, pas utiles, on pourra en discuter de ça. Mais c'est vraiment long. En tout cas, il s'assoit. Et scénaristiquement, pour moi, ça fait quand même plusieurs arcs où je trouve que quand on rentre dans les arcs principaux de l'histoire, mais vraiment principaux, c'est-à-dire les plus importants, bah, il est quasiment en pilotage automatique, en fait, le frérot. Il lui faut son développement de Luffy, il lui faut aller 2-3 trucs à faire pour l'équipage, 2-3 retournements de situation, le moment triste, le flashback triste, il est en vitesse automatique. Soit il a trop de choses à raconter et il a envie de finir l'œuvre vite, du coup il concentre toutes les informations dans les arcs et ça donne des arcs à la fois longs et à la fois ultra chargés. Je pense qu'au Wano on peut dire que c'est le cas. Mais à l'inverse, on assiste au retour d'Oda quand ces arcs là ils sont finis. Et quand on arrive dans les arcs que j'appelle alternatifs, les arcs, les semi-arcs qui ponctuent la narration. En fait c'est les arcs de transition tout simplement. L'arc de la rêverie, l'arc maintenant d'Egghead qui est extrêmement important dans l'histoire. L'arc Egghead, on peut le considérer comme un vrai arc, mais ce n'est pas non plus le gros arc de la narration. C'est vraiment un arc de transition après Wano. Tous ces petits arcs qui ponctuent la narration en attente des gros bangers. Je sens mon Eiichiro Oda libéré. Je le sens tellement relâché. Il sait qu'il n'a pas 1000 informations à nous donner. Ces petits arcs là, souvent, ils n'ont que 1 à 2 informations à nous offrir. Ils introduisent 3
4, 5 personnages grand max. C'est tout. Il va droit au but et c'est là où il excelle vraiment. Dans mes anciennes vidéos, je disais que c'était une impression, mais là j'en suis sûr. Quand je vois l'arc Egghead, je comprends tout de suite. Et même avant l'arc Egghead, directement après Wano, en fait, il se passe tellement de choses dans l'univers One Piece, en dehors des gros arcs, en dehors de la timeline de Luffy, qu'il suffit juste qu'il nous en lâche, allez, 5%, 6% pour qu'on soit totalement choqué. Dites-vous qu'après l'arc Wano, on a eu Shanks, révélation, il cherche le One Piece, baston Shanks Kid, Kid se fait fracasser. On a eu Garp versus Aokiji et les pirates de Barbe Noire. On a eu Barbe Noire qui se déplace. On a eu la révélation comme quoi Barbe Noire est à la recherche, bien sûr, logiquement, des rois de poneglyphes. Imsama, les doyens, Dragon qui est en mouvement, Sabo qui est en cavale. Laisse tomber la quantité d'informations essentielles qu'il y a après ces gros arcs-là. Parce qu'en fait, il ne peut pas tout raconter ce qui se passe dans le monde de One Piece. Oda nous réserve que le nectar. À la fin des arcs, on n'a que le nectar, on n'a que le concentré, que les trucs badass de chez badass, ultra importants. Et force est de constater, et je sais pas ce que vous en pensez les gars, on est actuellement dans l'arc de l'île d'Egghead avec Vegapunk, etc. Et ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça dans One Piece, hein, pour qu'on soit très clair. C'est classico de chez classique. Luffy qui arrive dans une nouvelle île, il rencontre un mec, bon c'est son ami, il y a des méchants qui veulent s'en prendre à son ami, flashback triste de Bonnet avec Kuma, d'accord, en plus le flashback, il le touche parce que Luffy est lié à Kuma. Il y a des méchants qui viennent pour fracasser l'ami de Luffy, fracasser l'île, soit dit en passant, il va le défendre, il se bat. Bon, c'est extrêmement classique, c'est simple, c'est du One Piece dans le texte. Mais là, je pense que, en fait, là, on parle même pas de scénario, en fait. On parle vraiment de plaisir à la lecture. C'est fluide, l'arc Egghead. Scénaristiquement parlant, les gars, c'est extrêmement fluide. Mais ça glisse tellement, t'as beau le regarder en animé, ça glisse. C'est fluide, c'est doux à la lecture. Et c'est ça que je reproche à Oda de temps en temps, d'aller trop des fois dans le compliqué. One Piece, à la base, c'est une aventure. Et je sais qu'il a beaucoup de choses à nous dire, qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. L'arc Egghead, il n'y a pas de fioriture, c'est simple, ça va droit au but. Luffy est là, il se fait attaquer, le Gorosei, Kizaru, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup d'intrigue en vrai dans cet arc-là. Il y a l'intrigue de Bonnet, l'intrigue de Vegapunk, Luffy en soi. Il a rien à gagner dans cet arc-là. Il a aucun objectif en soi. À part protéger Vegapunk, mais bon, ok, ça va de soi. Mais sinon, à part ça, il n'a aucun putain d'objectif. Il n'est pas là pour récupérer quelque chose, il n'y a pas de road poneglyph, ça va pas le rapprocher de sa quête de trouver le One Piece, de rester ici. Carrément, la plus grosse intrigue de l'arc, bon, à part le Gorosei et le mystère qu'il y a autour d'eux, elle est même pas en fait portée sur l'équipage de Luffy. Elle est vraiment, pour moi, l'arc... il se centre bien sûr sur Bonnet, mais le personnage qui va le plus ressortir, changer de cet arc-là, l'arc en fait, et le dénouement de l'arc, bon il n'est pas encore arrivé, mais je sais déjà d'avance qu'il est sur Kizaru, parce qu'avec cet arc-là, je pense que Oda il veut annoncer quelque chose sur la suite de l'œuvre par rapport aux amiraux, parce qu'on avait déjà vu Fujitora qui se questionnait sur le sens de la justice, Aokiji qui se questionnait, qui a carrément quitté les amiraux, Akainu on sait que c'est un têtu et de toute façon c'est le chef donc il bougera pas, mais Kizaru lui, là dans cet arc-là, il est en plein questionnement, c'est lui l'un des personnages majeurs de l'arc. Les gens se disent oui, il se fait fracasser par Luffy, nanani, mais les gars, soyons très clairs. Mais ça se voit, même un aveugle, il voit que Kizaru, là, il est pas à 100%. Il est complètement tiraillé, le frérot. Il se prend des patates, il s'allonge pendant 20 minutes. Cet arc-là, en plus, je pense que s'il y a bien quelque chose à aller chercher au niveau d'Oda, c'est cette symbolique-là. Quand Kizaru, en fait, faisait confiance à la justice, entre guillemets, parce que c'était un amiral, il devait appliquer, en fait, les lois, il devait appliquer la justice. On l'a vu à Sabondi, et le parallèle est juste magnifique. À Sabondi, le mec frappe le Tenryobito, il vient, il sanctionne, finito. Il chope Luffy, il se casse même pas la tête de savoir s'il est bon ou pas bon, il vient pour abattre l'ennemi. Là maintenant, en fait on voit tout simplement que c'est plus tellement le cas. Parce que Luffy, il voit en fait, il est en train de protéger Vegapunk, Sanyonko, et l'autre du Gorosei est juste là pour le fumer bêtement. Et du coup ça remet en cause sa justice. C'est pour ça qu'il est complètement tiraillé. Franchement j'imagine bien à la fin de l'arc, une fuite de l'équipage de Luffy et Kizaru qui le protège. À l'inverse de ce qui s'est passé avec Sabondi. Ça serait vraiment totalement incroyable et ça serait surtout hyper beau en fait, d'aboutir sur, je sais pas moi, un sacrifice de Kizaru en fait. Qui la première fois Sabondi a totalement voulu le fumer. Et là, cette fois-ci, c'est lui qui le protège. C'est lui qui protège Luffy du Gorosei. Parce que là, dans le dernier chapitre que j'ai vu, en fait, les mecs du Gorosei, ils débarquent en équipe. Le mec, il les a invoqués comme il invoque Exodial Maudit. C'est l'heure du duel. Et ils arrivent tous pour en découdre. Du coup, en vrai, oui, là, je peux comprendre. Et là, je pourrais me dire, oui, Oda, magnifique. Le développement de Kizaru arrive enfin à sa fin. Et surtout que c'est logique, parce que Kizaru, c'est un bon. Je sais pas si c'est sa nièce ou pas, Santomaru. Donc en fait, il a ce côté humain. Il est pas bête comme Akainu, tu vois. Il est pas borné comme Akainu. Mais pour moi, c'est lui le personnage principal qui aura, en tout cas pour moi, l'un des plus grands développements de l'arc. En dehors de Bonnet, de Kuma et de Vegapunk. Mais c'est pour dire qu'en fait, il y a même pas l'équipage de Luffy dans la liste. Et donc, oui.
En effet, oui, c'est clair. Pour moi, et c'est évident, les gars, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais Oda est à son prime dans les arcs de transition. C'est vraiment le Oda qu'on kiffe, c'est le Oda qu'on a toujours kiffé. Ça va vite, c'est fluide à lire. En fait, c'est même pas une question de vitesse, c'est que c'est fluide à lire. Il se casse pas la tête avec 1000 informations. J'espère que ça sera le cas avec les prochains gros arcs, mais il s'est trop attaché à faire des arcs extrêmement longs qui ont des intrigues en plus qui meurent sur le champ à la fin de l'arc. En tout cas, voilà les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous ressentez le Oda de retour à son prime? Est-ce que vous aussi, vous confirmez mon impression, qui est devenue une certitude même, de dire que vraiment, il est beaucoup plus fort et que vous ressentez beaucoup plus le côté One Piece du début, dans les arcs de transition actuels que par rapport aux gros arcs qu'il y a ces derniers temps. Dites-moi ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner les gars. N'oubliez pas, il y a une vidéo chaque semaine, soit mercredi, soit samedi à 19h et des fois même il y en a deux. N'hésite pas à liker, à mettre la cloche pour ne rien louper des futures prochaines vidéos. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était ton youtubeur préféré. Ciao. 脅かしやがって